Non, ça ne va pas imploser. Puisque quelqu'un dit qu'il a lui seul 40% de l'argent de l'UEMOA. J'ai dit ici, non, qu'on peut le laisser seul. Oui, mais si il n'a pas besoin des autres. Ça veut dire que l'UEMOA... Il n'a pas besoin des autres. Ce qu'il ne sait pas, les pays de l'AES que ces gens-là sont en train de piétiner aujourd'hui, je l'ai toujours dit, je ne suis pas économiste, je ne suis pas marabout, je ne jette pas de coris. Mais je vous dis que dans 10 ans, ces pays, soit disant 40%, 1000% là, économiquement, ils ne seront rien devant l'AES. 10 ans, c'est trop même. Absolument rien devant l'AES. En ce moment, ils vont faire comment? Mais il faut respecter les gens. Parce que l'économie, le développement, c'est à tour de rôle. Rome, dans l'ancien temps, c'était l'empire dominant. Après, la France avec Napoléon, c'était l'empire dominant. L'empire ottoman aussi est passé. L'empire ottoman était passé entre-temps. Après la guerre, l'Amérique a tout raflé. Elle était l'empire dominant. Et c'est cet empire dominant américain qui est en train de vaciller aujourd'hui. Et ça ne va pas durer. L'empire dominant américain, ça ne va pas durer. Quelqu'un viendra et lui aussi, un jour, il sera détrôné par un autre. C'est l'histoire, c'est l'évolution normale des choses. Demain, les pays du Sahel seront le flambeau du développement économique et financier de toute l'Afrique occidentale française, si je peux m'expliquer ainsi. Luc, les jours de l'UEMOA sont-ils comptés? Peut-être avant ta question, tu te rappelles l'histoire du G5 Sahel? Lorsque le Tchad était à la présidence du G5 Sahel et que, justement, de façon tournante, le tour du Mali était arrivé. Vous avez vu toutes les difficultés qu'il y a eu. Et puis, on ne disposait pas d'un principe juridique qui pouvait expliquer la réticence du Tchad à céder la présidence au Mali. Conséquence, le Mali est sorti tout tranquillement justement du G5 Sahel. Qui est devenu une coquille vide. Qui en parle? Qui en parle? Vous voyez? Donc, c'est pour dire que tous ces attelages contre nature, qui sont téléguidés par l'Occident, en tout cas la France, ne peuvent plus prospérer dès l'instant où il y a de la lumière à l'intérieur et qui commence justement à éclairer la lanterne des gens. Vous voyez? Donc, les trois pays, et s'étant donc retirés, c'est un signal politique très fort. Et donc, ils ont montré d'abord la preuve de leur cohérence, de leur solidarité et de leur capacité à rester soudés dans n'importe quelle circonstance. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'une fois qu'ils sortent, dans tous les cas, le CFA va s'ébranler. Je ne vois pas comment les trois pays de l'AES sortiraient donc du franc CFA, donc de l'UEMOA et du franc CFA, et le franc CFA garderait encore sa valeur actuelle. C'est clair que c'est une grande partie qui sera donc épargnée et on sera obligé, si vous voulez, d'évaluer cette monnaie-là. La menace, elle est là. Je ne comprends pas comment, jusqu'au haut de nos sommets d'État, on ne comprend pas que c'est toujours l'union qui fait la force. Vous mettez quelque chose depuis plus de 30 ans en place, dans le but, en tout cas, de devenir plus fort, de vous conforter dans une dynamique d'évolution. Et puis, justement, pour une raison ou pour une autre, à cause des caprices de quelqu'un, à cause des intérêts de quelqu'un qui n'est pas concerné par votre sort, vous décidez d'imploser cela et donc de risquer d'exposer vos peuples à la précarité. Et puis, bon, c'est quand même triste. Oui, mais moi, je suis quelque peu surpris de ne pas lire plus d'inquiétude sur votre visage quand vous évoquez l'implosion de l'UEMOA, parce que les conséquences, vous l'avez évoqué, sur le citoyen lambda, ça va se faire ressentir. Le citoyen lambda ne compte pas dans les pays francophones. Il ne compte pas. Oui, il n'existe pas. La situation est déjà difficile. Beaucoup disent qu'ils ont faim. Une crise monétaire dans l'espace UEMOA aujourd'hui, avec la sortie probable des pays de l'AES. Il n'y a aucun problème tant que l'empereur qui est à l'Élysée trouve sa satisfaction. Non, plus sérieux, excellence. Non, c'est sérieux. Je dis, qui tient compte des peuples dans nos pays? Qui tient compte? Dis-moi un seul instant, une décision, qu'elle soit nationale ou supranationale, qui tient compte de la vraie situation de souffrance des populations dans nos pays? Qui? Alors, aujourd'hui, qu'il y a des chefs d'État au Burkina, au Mali, au Niger, qui veulent tenir compte, justement, des desiderata de leur population, et regarde comment ils sont persécutés. Regarde comment ils sont persécutés. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer encore qu'on les persécute? Donc, dans nos pays francophones, on s'en fout du peuple. La règle de gestion de nos pays doit être faite, la gestion doit être faite au détriment des peuples,
pour les intérêts de quelqu'un. Alors, Mais Luc, est-ce que la société politique, la société civile ne doit pas se saisir de ce dossier? Parce que c'est quand même une crise monétaire gratuite qu'on est en train d'engendrer. Et puis, justement, société vous savez, civile. Attends, Luc. Je connais votre amitié avec la société civile. Société civile, qui les finance? Avant que tu répondes, qui finance, qui fabrique et finance cette société civile? Vas-y. Ben, non seulement ça, c'est-à-dire que notre problème, c'est qu'on n'est pas capable de lire le lendemain. On n'est pas capable d'anticiper. Vous allez voir, les gens vont rester comme ça. Et lorsqu'on va commencer à subir les conséquences de cette implosion, c'est en ce moment que les gens commenceront à s'agiter et à s'en prendre à leurs dirigeants. Or, déjà à ce moment-là où on voit les menaces, normalement les leaders d'opinion, les intellectuels, les associations de défense des droits de l'homme, etc., devaient déjà se saisir pour faire le buzz sur ce sujet et révéler les menaces qui sont autour. Mais nous sommes souvent attentistes. On se dit, bon, ben, c'est pas grave, c'est une décision politique qui est en train de se mener, mais au bout du compte, justement, la conséquence est sur les citoyens, justement, de cet espace-là. C'est malheureux, je crois que c'est une belle question que vous posez. On doit alors la saisir pour interpeller les leaders d'opinion, les intellectuels. Je pense que chacun doit pouvoir commencer à s'assumer désormais. C'est vrai, les décideurs, ils sont dans leur bulle. Peut-être qu'ils ont des contraintes, comme nous le disons, hein, parce qu'il y a des gens qui jouent un rôle catalytique, qui les empêchent d'avoir la lucidité nécessaire. Mais s'il y a suffisamment d'ébullition au sein de la société, des leaders d'opinion et des intellectuels qui s'assument et qui sortent des tribunes, qui développent vraiment les sujets avec efficience et rigueur, ben ça va mobiliser l'opinion et contraindre justement les dirigeants à se discipliner. Vous voyez? Je pense que ce que l'ambassadeur disait est tellement vrai. C'est-à-dire que toutes les institutions internationales, les puissances occidentales, ainsi que les institutions comme le FMI, la Banque mondiale, etc., ne tiennent pas compte de l'humain lorsqu'ils font leur choix. C'est un système capitaliste qui met en priorité l'argent comme étant le dieu de notre vivant d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc, vous voulez vous contracter des prêts, par exemple, auprès du FMI, vous avez des problèmes internes. Mais le FMI va vous dire d'aller saigner encore votre peuple pour pouvoir rentabiliser ou payer vos dettes. Vous pensez qu'à ce moment-là, il y a des sentiments liés à la vie du citoyen, à son épanouissement? Non, c'est l'argent d'abord. C'est la rentabilité de l'investissement d'abord. Voilà pourquoi il faut changer tout ce paradigme-là. Et chaque citoyen doit pouvoir voir quel est son rôle dans cette dynamique nouvelle qu'on doit pouvoir initier pour faire en sorte que l'être humain soit au cœur de tous les choix politiques que doivent opérer les dirigeants.